présenter ces articles. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment croiser nos regards sur présenter les contenus de ces 2 articles, mais essayer de vraiment les mettre en discussion. Donc, on va vous présenter le contexte qui est commun aux 2 articles, les questions qui sont un peu à la base des 2 travaux. Ensuite, on présente chacun très rapidement les contenus et les types de résultats qu'on a dans ces articles. Et à la fin, on essaye de discuter ce qui croise ces 2 travaux et les sorties communes à ces deux recherches. Donc, on commence par, pardon? Ouais. On commence par présenter le contexte, un contexte qui ravive un regard et un intérêt scientifique pour l'expérimentation au champ. Donc, il y a une évidence qui est que l'expérimentation au champ, c'est une des méthodes les plus utilisées par la R&D. Mais il y a aussi en ce moment des transformations qu'on note dans les modes d'organisation de la R&D et les modes d'organisation de l'innovation qui participent à ce regain d'intérêt pour les parcelles d'agriculteurs. Donc, il y a les parcelles d'agriculteurs et d'agricultrices qui retrouvent un rôle dans la production de nouveaux savoirs avec l'agronomie système et ça se continue avec les développements récents méthodologiques dans les travaux d'agronomie système. Et puis, il y a aussi le deuxième point, des modèles de pratiques d'innovation verte qui sont un petit peu développés par des acteurs de la R&D eux-mêmes. Donc, j'ai mis quelques exemples, que ce soit les territoires d'innovation, Utirev ou Westerel, AgriLab, qui est un Living Lab porté par Unilia Salbové, mais en lien avec des acteurs de la R&D localement. Un exemple de hackathon en partenariat avec des chambres d'agriculture et la SCAEL. Et puis, je voulais aussi mettre l'exemple de ces tiers-lieux nourriciers qui est de plus en plus exploré aussi en lien avec des acteurs des ONVAR et des acteurs de la R&D agricole. Et en plus de ça, on propose dans le contexte qui est les enjeux associés à la transition agroécologique renforcent ces dynamiques de retour vers les parcelles d'agriculteurs et d'agricultrices comme espace d'expérimentation. D'une part, parce que la TAE nous invite à développer des gestions adaptatives en suivant la dynamique des environnements locaux et en étant capable de réagir à de l'imprévisible et de vraiment prendre en compte les situations réelles d'usage des innovations. Un deuxième point, c'est que la complexité peut-être accrue des systèmes à concevoir fait que l'expé factoriel est souvent considéré comme non suffisante pour traiter de certains problèmes. Et l'expé dans la TAE, de plus en plus de travaux discutent de l'expérimentation comme une activité qui permet d'adapter des solutions, des pratiques aux situations locales et en même temps de développer la capacité des acteurs dans ces situations à innover indépendamment de la R&D. Et en plus, un dernier élément de contexte qu'on était un petit peu obligé de rappeler, c'était l'essor de la numérisation comme une perspective polarisant les démarches d'innovation agricole et du coup, la numérisation qui permet l'expérimentation en ferme ou qui est renforcée par l'expérimentation à la ferme. Oui, je mettais des exemples des conférences On-Farm Experimentation qui ont eu lieu en 2021 et dont cette année a lieu une nouvelle édition. Et puis, cet aspect de développement de technologies de mesure, de suivi à destination des agriculteurs, approprié par des acteurs publics et privés, redonne aussi un statut particulier aux parcelles dans des fermes d'agriculteurs dans la production de connaissances et le partage de ces connaissances. Donc, dans ce contexte, on pourrait se dire qu'il y a déjà beaucoup en fait, de typologies, de regards, de travaux sur l'expérimentation. Du coup, on a essayé de vraiment dire pourquoi, pour nous, c'est important de produire des analyses et des outils d'analyse de l'expérimentation. Donc oui, on reconnaît qu'il y a déjà des typologies selon ce qu'on teste et les formes de contrôle, selon le caractère adaptatif ou non de l'expérimentation, selon les objectifs du processus, selon les modalités d'expé et les objectifs. Et il y a aussi des travaux
qui ont regardé des interactions entre les stations et des stations d'expérimentation et de recherche et les fermes d'agriculteurs ou d'agricultrices sous plusieurs angles, à la fois pour souligner les inspirations réciproques qu'il y a entre ces deux espaces de production et de mobilisation de connaissances, en termes de légitimité et pertinence, donc comment on balance la légitimité et la pertinence de ce qu'on teste et ce qu'on démontre pour les champs des agriculteurs, et puis en termes d'adaptation des techniques qui sont très dépendantes des conditions locales. Mais nous, on se dit il y a quand même un intérêt à dépasser ou à continuer ces travaux pour différentes raisons. La première, c'est d'essayer de dépasser les distinctions d'expérimentation qui sont selon les objectifs affichés et puis des designs expérimentaux, en se disant que à l'échelle de chaque expérience ferme, on a intérêt à analyser les pratiques pour éclairer le statut de l'expérimentation pour les différents acteurs. Et puis, à l'échelle des réseaux de différentes expérimentations, en reliant les pratiques collectives à la manière dont l'expé aide à la conception. Pour nous, ça, c'est inexistant dans les typologies ou les regards sur l'expérimentation. Et donc, on appuie sur l'idée qu'il y a un enjeu à décrire les pratiques d'expérimentation assez finement pour comprendre leurs contributions et construire des repères pour, pour mettre en œuvre de nouvelles expérimentations. Et ça nous amène à préciser les objectifs qui étaient un peu communs, sur lesquels on se retrouvait dans les deux articles. Un premier qui est de vraiment être capable de décrire une diversité de pratiques d'expérimentation en ferme et quelles sont leurs contributions pour des processus de conception, et puis de savoir comment décrire ces pratiques et leurs différentes contributions. Et les objectifs, c'était donc de caractériser la diversité, que ce soit des on-farm experiments ou bien des réseaux d'expérimentation multi-acteurs, de fournir des repères réflexifs mobilisables par les acteurs qui sont engagés dans la pratique de ces différentes méthodes, et puis de comprendre les potentielles relations et contributions à des processus de conception et d'innovation. Donc, à partir de là, ça, c'était les bases communes à nos deux articles. À partir de là, moi, je vais présenter la démarche méthodologique et les résultats du papier, plus spécifiquement sur on-farm experimentation. Donc, l'idée, c'était de décrire, à la base de ce travail, c'était de décrire la diversité des pratiques d'expérimentation associées à on-farm experimentation. Donc, ce qu'on a fait, c'était de... Oui, je peux dire quand même que l'idée, c'était de partir de la littérature, de voir comment les scientifiques, principalement, ou dans la littérature académique en tout cas, est traduite, comment est valorisée, comment sont discutées ou valorisées des expérimentations en ferme. C'était vraiment le point de vue des scientifiques et des agronomes qu'on voulait avoir sur l'expérimentation en ferme. Et ça justifiait le fait de se pencher sur la littérature. Et donc, on a produit une requête sur une base de données scientifique Scopus en croisant des termes qui permettent d'identifier le fait qu'on cible l'espace de la parcelle dans une ferme d'agriculteurs ou d'agricultrices, et puis un ensemble de termes qui peuvent qui nous permettent de capter le fait qu'on s'intéresse à l'expérimentation. Ça nous a permis d'obtenir une base très étendue de publications qu'on a d'abord analysé d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire en utilisant les termes des titres, résumés et des mots-clés choisis par les auteurs pour identifier des champs thématiques. Ça permet on identifie des clusters thématiques dans ce corpus. Et à partir de cette première approche, on a combiné l'identification des thématiques avec un cadre d'analyse de pratiques d'expérimentation en ferme pour, au sein de chacun de ces petits clusters, comprendre plus qualitativement c'est quoi les pratiques d'expérimentation en ferme qu'on a dans ces différents champs de travaux. Du coup, je vous présente quand même le cadre d'analyse de ces pratiques, puisqu'il est à la base de la construction typologique qu'on fait ensuite. Ce qu'il fallait, c'était avoir un cadre assez générique pour être applicable à une très grande diversité de travaux, et puis adapté au fait qu'on a des informations issues d'articles scientifiques.
Donc, je décris juste les catégories, je ne le dis pas. Mais donc, il y a une première catégorie qui correspond à la construction d'un espace d'expérimentation. Faire une expérimentation, c'est toujours situer dans un espace des éléments qu'on va observer, des interventions qu'on va faire. Donc, il y a une délimitation de ce qui va faire partie ou pas de l'expérimentation. Et puis, il y a une dimension, il y a différentes façons de caractériser le contexte. Est-ce qu'on s'intéresse au contexte biophysique? Est-ce qu'on s'intéresse à des éléments socio-techniques? Est-ce qu'on s'intéresse à l'historique du contexte? La deuxième catégorie qui nous permet de décrire les pratiques, c'était vraiment l'intervention. On fait quoi comme traitement? Qui fait quelles actions dans ce qu'on délimite comme l'expérimentation? Combien de temps et quelle adaptation on se permet d'avoir dans la mise en œuvre de l'expérimentation. Ensuite, on s'est intéressé aux observations et aux mesures. Donc, quelles données on produit, avec quelle instrumentation, comment elles sont valorisées, et puis comment on prend en compte l'imprévu. Et puis, on a repéré aussi toutes les mentions, applications potentielles et places du numérique dans ces pratiques d'expérimentation décrites dans les articles. Donc, un premier résultat, c'était l'identification des champs thématiques. Donc, je passe je ne vais pas décrire dans le grand détail, mais simplement, on identifie un ensemble. Je ne sais pas si j'ai le pointeur. On identifie plusieurs champs thématiques. Bon, je ne sais pas si je... On repère quand même des travaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on repère des travaux, par exemple ici, sur la conception, les innovations, la recherche participative. Ici, un ensemble de travaux sur la mise en œuvre de stratégies de fertilisation en lien avec les systèmes de culture. Ici, des travaux sur l'utilisation de modèles et d'outils pour une agriculture de précision avec les capteurs également. Et puis ici, un corpus qui correspond beaucoup plus aux essais multisites en ferme pour notamment l'évaluation et la sélection des variétés. Donc, on repère en fait avec les champs thématiques différentes, avec cette analyse sémantique, différentes thématiques agronomiques. Mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore complètement l'information sur les pratiques d'expérimentation au sein de ces thématiques. Donc, ce qu'on a fait, c'était dans chaque cluster de différentes couleurs, prendre les articles les plus cités pour ensuite identifier les grands types de pratiques d'expérimentation. Donc, c'est ce que je vous présente là. Donc, on identifie 7 types. Je ne vais pas tous les lister. Simplement, l'idée était je veux plutôt vous montrer le fonctionnement de cette typologie. L'idée était vraiment de séparer des pratiques d'expérimentation selon le cadre d'analyse qu'on avait pour identifier des nuances dans la manière dont on met en œuvre l'expérimentation. Donc là, je prends simplement 3 exemples. Le type 1 qui est explorer et expliquer un phénomène à travers une diversité de contextes pratiques d'agriculteurs et d'agricultrices. Dans ce cas-là, on met souvent en place des mêmes traitements en station et en ferme, et on a vraiment un travail de caractérisation des contextes en termes de pratiques et de systèmes d'exploitation. Et on va essayer de diagnostiquer au maximum la variation du phénomène dans ces différents contextes pour expliquer le phénomène. Dans le troisième type, qui est comparer les nouvelles stratégies et combinaisons de techniques avec des pratiques d'agriculteurs, on a également cette mise en place de même traitement en station et en ferme, mais les contextes vont être beaucoup plus caractérisés sur leur plan biophysique. Et ce qui nous intéresse, c'est de comparer des nouvelles stratégies ou une nouvelle technique par rapport à des pratiques classiques et de connaître la robustesse de ces nouvelles techniques. Et dans le type 7, adapter des essais participatifs et gérer avec les agriculteurs aux exploitations individuelles et enquêtes collectives, on a également une caractérisation des contextes en termes de pratiques et de formes d'exploitation. Mais ici,
on a aussi le fait que les agriculteurs co-conçoivent les traitements qui sont mis en œuvre et ce qui est enfin, oui. Oui, je vais pas, voilà, je vais pas forcément rentrer dans le détail. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que ces différents types sont basés sur les. Ouais, enfin, je pense qu'on pourra revenir en discussion sur ces différents types. Mais... Merci Quentin. Moi, je prends le relais sur le deuxième papier. Donc, c'est un travail qui a été mis en place dans le cadre du projet européen Remix, projet qui nous a donné l'opportunité d'étudier et de comparer 11 réseaux d'expérimentation multi-acteurs qui étaient déployés dans 10 pays européens et déployés pour soutenir la conception d'associations de culture. Et l'étude comparée de ces 11 réseaux d'expérimentation nous a permis d'explorer la question de recherche suivante, à savoir comment des expérimentations en réseau, en fonction de leur gestion, contribue-t-elle à la conception d'innovations en agriculture? Et dans ce cas-là, les innovations, il s'agissait d'associations d'espèces. Donc, comme vous le voyez dans la question, l'objectif, nous, de ce travail, c'était de bien comprendre les relations entre deux processus. Un premier qui est le processus d'expérimentation qui s'opère au sein d'un réseau, et un deuxième qui est le processus de conception d'innovation. La première question qu'on s'est posée, c'était comment se doter de repères qui nous permettent de caractériser chacun de ces processus et leurs interactions. Donc, on a mobilisé des repères heuristiques issus de champs de littérature liés à ces deux processus. Je vous présente ça très brièvement ici, mais pour que vous compreniez comment est-ce qu'on a essayé de capter ça. Donc, de premiers repères associés à qu'est-ce que la conception collective de nouveaux objets. Je le présente ici hyper brièvement, il y a plus d'éléments dans le papier, mais donc on présente ça comme la définition progressive à la fois d'un projet de conception, d'objets conçus, d'un collectif de concepteurs qui permet l'émergence de ces nouveaux objets, et qui implique des actions clés, à savoir explorer, impliquer, enrôler des acteurs, choisir des options, etc. On a considéré et défini le processus d'expérimentation comme un processus d'investigation situé qui repose sur la confrontation d'un objet imaginé, à savoir dans notre cas des associations d'espèces, à un milieu réel, dans l'optique de produire des outcomes divers et variés, processus qui est géré, donc qui implique des actions de différents acteurs, divers et variés, actions qui sont de deux registres, à la fois des actions qui concernent la gestion de cet objet dans ce milieu réel, par exemple la gestion de l'association d'espèces, comment sont gérées les cultures, comment sont-elles commercialisées, etc. Et des actions qui concernent plutôt la collecte et l'analyse des données. On parle dans ce travail-là, on retient en tout cas de la littérature, que c'est un processus qui est semi-contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui émergent au cours de sa réalisation et qui peuvent bousculer sa mise en œuvre. Un processus qui s'opère sur des pas de temps plus ou moins longs également. Et ce qu'on a retenu aussi dans ce travail, pour essayer de capter les relations entre conception et expérimentation, on a mobilisé la notion de fonction générative qui nous permet de capter comment est-ce que l'expérimentation, quelles sont les fonctions de l'expérimentation dans les processus de conception. Donc, avec ces repères que je vous présente très brièvement ici, on a regardé donc de différents points de vue les 11 réseaux dans différents pays européens. Donc, au travers de 3 points de vue différents que je vais vous présenter, dont je vais vous présenter des résultats très brièvement. Premier point de vue, c'est à l'échelle d'un réseau. Vous voyez sur le petit dessin à gauche, on s'est focalisé sur chaque expérimentation au sein du réseau pour essayer de comprendre quelles étaient ses fonctions dans les processus de conception. Comment est-ce qu'on a fait ça? Je vous illustre ça sur le cas d'un exemple. Donc, vous voyez ici sur cette diapo qu'on a étudié ça sur un processus dans le temps, donc une étude longitudinale, année 1, année 2, année 3. À gauche de la diapositive, ici, vous avez une représentation simplifiée et synthétique d'éléments constitutifs de notre cadre pour représenter le processus de conception, le projet, l'évolution de l'objet conçu, des éléments plutôt relatifs à l'expérimentation, comme les modalités pratiques d'expé, et des éléments relatifs à la dynamique collective. Je vais vous montrer comment on a opérationnalisé ça, en simplifiant forcément, sur un cas plus concrètement. Donc, c'est ici une situation d'un réseau d'expérimentation multi-acteurs qui a été déployé en Allemagne, où ses collègues souhaitaient contribuer à la conception d'associations d'espèces pour l'alimentation, en particulier en vue de produire du blé qui serait destiné à la boulangerie. Donc, la première année, ils ont imaginé une association de culture en s'inspirant de différentes sources, qui était le blé associé à du pois. Ils souhaitaient tester différentes variétés de blé.
première année, ils ont mis en place un essai randomisé et des essais en bande sur différentes parcelles dans l'optique, première fonction, de vérifier l'intérêt de cette association dans le contexte local. Au cours de l'expérimentation, premier événement, le poids a totalement gelé, événement imprévu, qui leur a permis de découvrir que les variétés qu'ils avaient choisies au départ n'étaient pas adaptées. Deuxième fonction. Cette première année, et donc ces observations et avancées les ont conduits à abandonner ces premières variétés et à aller explorer de nouvelles variétés qui pourraient mobiliser pour l'associer au blé l'année suivante. Cette première année d'expérimentation a également été le support d'animations collectives qui ont permis d'impliquer de nouveaux agriculteurs dans le réseau. Autre fonction. L'année suivante, je ne rentre pas dans le détail, mais comme vous le voyez sur les flèches ici, la nouvelle association conçue a été expérimentée cette fois-ci à la fois dans des essais en station, mais également dans les parcelles d'agriculteurs qui étaient impliqués, qui avaient rejoint le réseau, dans l'optique à la fois, ce que je vous ai écrit en violet, d'éclairer les conditions de performance dans lesquelles ces associations d'espèces les conditions de performance de ces associations d'espèces dans différents contextes, et d'éclairer la faisabilité de ces associations. Et en particulier, concernant la faisabilité, un des résultats a été, pour le pilote de ce réseau-là, de constater que les agriculteurs n'avaient pas commercialisé les associations qu'ils avaient produites, mais qu'ils les avaient valorisées en fourrage. Ce qui a fait émerger un nouvel enjeu qui n'avait pas été pris en compte au départ dans le processus, qui est l'enjeu de la séparation des grains et du triage, qui a donc fait évoluer à la fois le projet de conception, mais également les modalités d'expérimentation et ce qui était regardé d'une année sur l'autre sur les parcelles. Donc cet exemple, c'était pour vous illustrer comment est-ce qu'on a décortiqué, et ça c'est à l'échelle d'un réseau simple et d'un mini-réseau, mais chacun des réseaux, pour essayer de donner à voir, de mettre au jour des fonctions clés jouées par des expérimentations élémentaires au sein de ces réseaux. De manière transversale, on a mis au jour 9 grandes fonctions jouées par des expérimentations au sein des réseaux. À gauche là, de la diapositive, vous avez une illustration en rouge de fonctions qui étaient planifiées et anticipées par ceux qui mettaient en place les expérimentations, comme par exemple, ce que je vous ai encadré, une expérimentation pour trouver la meilleure option ou éclairer des contrastes parmi une diversité d'associations d'espèces. En haut à droite, en bleu de la diapositive, ce sont des fonctions qui ont plus émergé suite à des événements ou à des surprises qui ont eu lieu au cours de l'expérimentation. Par exemple, ici, une fonction qui est découvrir de nouvelles propriétés de l'association d'espèces suscitées par des événements qui étaient imprévus au cours du processus. Et en bas à droite, vous avez des fonctions qui se rapportent davantage qui permettent plutôt l'émergence et la consolidation d'une dynamique collective au sein du réseau. Et pour chacune de ces fonctions, on a éclairé différentes façons de les déployer. Le deuxième angle de vue qu'on a porté sur ces réseaux, c'est ce qui illustre aussi le petit schéma tant bien que mal, c'est donner à voir la façon dont sont gérées plusieurs expérimentations au sein d'un réseau, et en particulier comment sont gérées leurs interactions au sein et pour un processus de conception. Donc là, on vous l'illustre sur 2 exemples parmi d'autres. On montre déjà que gérer et piloter ces réseaux, c'est gérer la coexistence d'expérimentations ayant différentes logiques sur une même aire géographique. Donc ça, je vous l'illustre en faisant un focus sur un morceau d'un réseau qui a été déployé dans les Pays-Bas. Et vous voyez ici que sur une des parcelles, qui est surlignée en rouge, là, qui accueille une association blé et févrole, avec différentes variétés à la fois de blé et de févrole, et puis des bandes en monospécifique. Cette parcelle-là contribue à la fois et est utilisée et mise en place pour à la fois en orange éclairer les variétés les plus performantes dans le contexte local, à la fois, et c'est ce que j'ai entouré en violet, cette parcelle avec d'autres, éclairer le domaine de validité de cette association blé-févrole dans différentes situations, et c'est ce qui est entouré en rose. Cette parcelle contribue également avec une autre dans un lieu particulier à stimuler l'implication de différents acteurs dans le processus collectif de conception via notamment l'organisation de différents événements. Autre exemple de la gestion de ces réseaux, donc gérer ces réseaux, c'est aussi gérer des interactions entre expérimentations à un instant T et également des interactions entre expérimentations dans le temps. Pour vous donner un exemple parmi d'autres ici, dans un des réseaux, par exemple, a été testée une association d'espèces qui était méconnue la première année, plutôt dans les parcelles qui étaient situées en station, pour, disent les pilotes de ce réseau-là, minimiser les risques.
dans l'optique d'apprendre des choses et pour déployer cette expérimentation, s'ils le souhaitent, chez d'autres agriculteurs l'année suivante. Exemple de la gestion de ces interactions entre experts dans le temps. Troisième focale qu'on a mis sur ces réseaux, donc cette fois-ci plus lointaine à l'échelle de chaque réseau, on a essayé de faire émerger ce qu'on a appelé des stratégies de gestion de ces réseaux d'experts pour la conception d'innovation. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a croisé les résultats des 2 axes précédents, quelles sont les différentes fonctions attendues que jouent les expérimentations dans ces réseaux, dans chacun des réseaux pour la conception, comment sont gérées les interactions entre experts dans les réseaux, et on a croisé ça avec 2 autres dimensions qui sont ici sur le graphique. La première en abscisse, c'est qui sont les acteurs qui pilotent, qui sont en charge de la mise en œuvre des actions au sein de ces experts. Plus concrètement, est-ce que c'est plutôt des acteurs de la R&D qui contrôlent le processus, ou à droite, est-ce que ce sont plutôt les agriculteurs qui contrôlent la majorité du processus? Et l'autre axe qu'on a croisé, c'est est-ce que l'ensemble du réseau et sa gestion a plutôt pour ambition de produire des avancées pour générer des références génériques à destination du conseil ou de la production scientifique, ou à l'inverse, à l'opposé, plutôt de soutenir l'émergence de nouvelles associations en ferme. Et donc, vous le voyez ici, on a un peu organisé, on a vu qu'il y avait un peu 3 types de réseaux. En haut à gauche, la majorité des réseaux soutenant la conception d'associations d'espèces par la R&D pour principalement générer des références, produire des références génériques. En bas à droite, des réseaux plutôt en soutien à la conception d'associations d'espèces par les agriculteurs, et au centre des réseaux qu'on a appelés de conception distribuée d'associations d'espèces qui ont hybrident un petit peu ces doubles vocations simultanément, avec des gestions forcément particulières. Voilà pour les résultats de ce papier-là. Du coup, à partir de là, ce qu'on voulait faire, c'était parce que les présentations de résultats qu'on a faites là sont très réduites. Il faut aller dans les papiers pour vraiment comprendre l'ensemble des résultats. Mais ce qu'on voulait faire, c'était montrer la mise en regard des 2 approches et ce que ça nous enseigne pour continuer les travaux sur l'expérimentation. Donc, le premier, c'est on a identifié les complémentarités dans la manière dont on regarde et dont on a travaillé l'expérimentation. On a fait des focales, des réductions, et on a focalisé sur des objets différents. Moi, je me suis focalisé sur les pratiques d'expérimentation à partir en réduisant un espace, l'espace qui est la parcelle en ferme, et comment on en parle dans la littérature scientifique. Et Chloé, dans son analyse, plus essayer de voir comment l'expérimentation contribue au processus de conception en se focalisant sur le cas d'un objet agronomique, l'association de cultures. C'est aussi en lien directement avec le fait qu'on n'a pas utilisé, en conséquence ou en cause, les mêmes méthodes. Moi, j'ai utilisé principalement une analyse de la littérature, à la fois quantitative et qualitative. Donc, je me place avec des données, j'utilise des données disponibles dans des articles scientifiques, et Chloé a fonctionné avec des analyses de réseau, avec enquête, analyse documentaire, et puis avec beaucoup plus de données sur le processus d'expérimentation dans sa complexité. Par contre, on avait des partis pris communs. L'idée que dans nos 2 articles, on prend vraiment l'analyse de l'expérimentation par le bout d'analyse des pratiques. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on appelle expérimentation, pour essayer d'éclairer comment ces différentes pratiques d'expérimentation apportent quelque chose à la production de connaissances, au processus de conception, etc. Et du coup, on identifie qu'il n'y a pas une manière de pratiquer l'expérimentation, et on montre bien la caractérisation de cette diversité liée aux situations, aux attendus, aux représentations de l'innovation. Quand on va un peu plus dans la confrontation, la mise en regard de nos 2 ensembles de résultats, on se dit, on a identifié, sans faire quelque chose de complètement systématique, on se rend compte que ça permet d'identifier des incompatibilités, par exemple, entre des types de pratiques d'expérience ferme et puis le fait d'avoir telle manière de gérer un réseau ou d'obtenir telle fonction pour la conception. Et un exemple, c'était que dans le type 2 de pratiques d'expérimentation à la ferme, valider les technologies dans un large éventail de contextes biophysiques, ces pratiques sont très peu propices à obtenir une fonction qui est de découvrir certaines propriétés des objets expérimentés, et puis
de construire sur la surprise que peut apporter une expérimentation. C'est peut-être une des incompatibilités plus évidentes, mais c'est pour montrer ce que la confrontation des analyses peut permettre de faire. Un deuxième élément, c'est qu'on identifie bien que différents types de pratiques ou stratégies de gestion des réseaux correspondent différentes prises en compte de la variabilité des situations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a particulièrement discuté en croisant nos deux analyses. Et on l'exemplifie si on le montre sur les types de pratiques d'expérience ferme. Dans le premier type, la variabilité, elle permet d'explorer un phénomène. Dans le deuxième, elle permet surtout d'éprouver une robustesse d'une technique testée. Dans le sixième type, la variabilité intègre des dimensions socio-techniques et pratiques pour comprendre les situations d'usage d'une diversité d'innovations. Voilà. Et d'autres aspects qu'on voulait discuter, c'était des complémentarités entre fonctions et types dans les processus de conception, c'est-à-dire complémentarité organisée. C'est que identifier les différents types ou les différentes fonctions de l'expérimentation donne des billes, selon nous, pour construire des méthodologies qui organisent ces différentes pratiques ou ces différentes fonctions. L'idée n'est pas de dire ces types de pratiques ou ces fonctions sont meilleures, mais de donner des clés pour les gérer ensemble. Et ensuite, on pointe aussi des modalités de gestion des surprises ou de l'inattendu, soit dans le temps, en s'appuyant sur plusieurs experts dans un réseau, en intégrant plus ou moins les évaluations des différents acteurs, etc. Et ça, je pense que croiser nos deux articles, nos deux analyses, permet de donner des pistes pour ça, qui, on le redira après, une vraie question de recherche pour nous. Alors, je prends le relais sur les enseignements, la suite des enseignements. Donc, ce qu'on a également, ce qu'on pensait intéressant de mettre en partage avec vous en regard de ces deux papiers, c'est que dans chacun de ces articles, on propose d'utiliser des notions qui nous semblent intéressantes pour étudier des pratiques d'expérimentation. On insiste sur le fait que ce sont des propositions, parce que l'idée, c'est continuer de s'en saisir, les manipuler, les transformer, les enrichir par la suite. En particulier, il y a deux d'entre elles qui nous semblent intéressantes dans nos travaux. Enfin, la première, c'est la notion d'espace d'expérimentation qui vous a été présentée par Quentin, qui permet de rendre visibles des dimensions particulières des situations qui sont considérées dans les processus d'expérimentation. Et une deuxième notion qui est la notion de fonction générative, qui a été empruntée à d'autres travaux et qui est opérationnalisée plus concrètement dans le travail que je vous ai présenté, qui permet de capter, ou qui est une des manières de capter les relations entre l'expérimentation et ses contributions à des processus de conception. Ensuite, autre point d'enseignement de ces travaux et qui est particulièrement travaillé dans l'analyse de Quentin, mais on discute un petit peu ça dans les deux travaux aussi, c'est il nous semble que les résultats, à partir des résultats de ces analyses, permettent d'aider à penser le développement des outils du numérique pour l'expérimentation en ferme. En particulier, une question qui nous semblerait intéressante de continuer d'explorer, c'est quels pourraient être des outils qui permettent la mise en commun de différentes expériences et évaluations d'essais en ferme, en station, en particulier à l'échelle de réseau. Une autre question qui nous semble intéressante et particulièrement touchy, en tout cas qui pose des questions particulières, c'est comment ces outils du numérique peuvent être en capacité de prendre en charge les surprises ou les événements surprenants sur lesquels on a insisté à tous les deux à plusieurs reprises, qui se retrouvent dans certains des types qu'a décrit Quentin, dans certaines des fonctions que je vous ai présentées également. Et donc, un dispositif numérique, a priori, ne capte que ce qu'il prévoit de capter. Qu'est-ce que serait donc un numérique qui capte ou permet de valoriser des choses qui seraient inattendues? Enfin, on finit par une dernière diapositive qui vous présente juste deux questions et une piste de perspective qui a émergé en fait de nos discussions et qu'on discute un peu dans nos papiers et qui a vraiment donné lieu à certains échanges entre nous au moment de la préparation de cet exposé et qui nous semble intéressante de débattre avec vous si vous le souhaitez. La première qui est s'interroger sur finalement comment délimite-t-on ce que recouvre une expérimentation? Est-ce qu'une expérimentation, c'est une fonction? Est-ce qu'une expérimentation, c'est un espace géographique? Est-ce qu'une expérimentation, c'est une logique de gestion d'un ou plusieurs espaces d'expérimentation tels que définit Quentin? Est-ce que c'est les expériences interprétées d'une ou plusieurs personnes dans une ou plusieurs situations, etc. Et ça reste ouvert, il peut y avoir d'autres traits.
La deuxième question qui nous semble intéressante, qui reboucle plusieurs choses qu'on vous a présentées juste avant, intéressantes à discuter, c'est comment gérer et bâtir sur les surprises, les événements imprévus qui émergent au cours de ces processus d'expérimentation. C'est des choses qui sont déjà en partie discutées dans la littérature. Certains parlent d'expérimentation qui soient open-ended dans la façon de les penser, d'autres d'expérimentation qui seraient flexibles. Il y a la notion de uncontrolled aussi qui est utilisée pour qualifier des expérimentations. Voilà, ça reste des propositions, mais qui restent très ouvertes et nous semble-t-il à enrichir, discuter. Et enfin, un dernier point qu'on voulait aussi partager avec vous en guise de perspective, c'est qu'il y a un enjeu, nous semble-t-il, à continuer d'enrichir les regards sur les expérimentations. Une idée dans ce sens-là, c'est que donc, le travail que vous a présenté Quentin se situer à l'échelle des pratiques des expérimentations à la ferme. Le travail que je vous ai présenté s'intéresse plutôt à des réseaux multi-acteurs au sein desquels, travers de processus d'expérimentation qui sont distribués entre différents acteurs. Et une autre échelle qui pourrait être intéressante aussi à embarquer et complémentaire des autres serait de s'intéresser à l'expérimentation à l'échelle des systèmes d'innovation, notamment pour s'interroger, explorer que pourrait être l'institutionnalisation de ces formes d'expérimentation, sachant que ces différents regards sont complémentaires. Donc voilà, ça c'était la conclusion. On remercie les différents collègues qui ont contribué très fortement à ces travaux, en particulier Marie-Hélène qui était au cœur des deux. Et puis on laisse place à la discussion. Merci à vous pour votre écoute également.